Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Quel avenir pour la TV face à la consommation de la vidéo via Internet? Nous avons posé la question à Canal+, en marge de la dernière mise à jour de MyCanal pour Apple TV. Signe-t-elle la fin du décodeur? Comment résister aux géants de la Silicon Valley? Apple va-t-elle concurrencer Netflix? Débat. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio 42 qui forme les futurs talents de la tech et qui accueille désormais chaque semaine On refait le Mac. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur nos chaînes préférées sur Dailymotion, mais également sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous aimez les podcasts et l'émission, vous pouvez nous télécharger en une version HD et une version audio sur iTunes, sans oublier notre application ORLM sur l'App Store pour iOS, pour iPhone, pour iPad et pour Apple TV, pour nous regarder sur l'écran de la télé. Avec moi cette semaine pour débattre de l'avenir de la télé en général, un invité issu de Canal+, directeur marketing groupe du groupe Canal+, Guillaume Boutin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, vous lancez une nouvelle application MyCanal cette semaine qui va vraiment exploiter 100% des fonctionnalités et des possibilités d'Apple TV. Vous allez me faire une démo tout à l'heure. Oui, avec grand plaisir. Bon, et puis on va essayer de rentrer un petit peu dans les coulisses d'un petit peu de la genèse de cette application. Autre invité, on a beaucoup de chance cette semaine, un chroniqueur historique de cette émission. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Fallait bien que je vienne un jour voir à quoi ça ressemblait quand même. Et en plus, j'avais vraiment aucune excuse parce que j'étais dans le bâtiment. Oui, en plus voilà. Tu faisais un reportage pour le... Je faisais une interview parce qu'il y avait l'un des fondateurs d'Airbnb qui était là aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de faire une interview. Donc j'aurais vraiment eu mauvaise grâce à dire non. Bien. Voilà. Bon, très bien. Écoute, et puis surtout que tu es bien placé pour répondre et parler de la télévision ce soir. Autre spécialiste, chroniqueur que vous avez déjà aperçu dans cette émission, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il s'agit d'Emmanuel Torregano d'Electronlibre.info. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bien, c'est un sujet que tu es à la fois un spécialiste des médias, un spécialiste de la tech, un spécialiste de la musique. On résume un petit peu comme ça? Oui, tout à fait, ça me va bien. Et puis en ce moment, je m'intéresse particulièrement à l'OTT. Donc on est en plein dedans. L'OTT, voilà, donc c'est les problématiques modernes. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui a la possibilité de regarder la télé et les contenus de la télé par Internet sans passer forcément par un boîtier ou un décodeur. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, invité un autre spécialiste des médias, du numérique, de la télévision, Pascal Le Chevalier, président de WhatsApp, agence de conseil médias numériques. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Le sujet vous inspire ce soir, je crois. Impec. Bon, on va enchaîner tout de suite avec le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, regardez, c'est 1 milliard de vidéos regardées par jour sur YouTube dans le monde. C'est un chiffre qui augmente un peu plus chaque année. Si on compare avec les habitudes de consommation aux États-Unis des Américains, donc, les Américains regardent encore chaque jour 1,25 milliard d'heures de télévision. Donc la consommation est en baisse chaque année un peu plus de la télévision traditionnelle par rapport à la télévision sur Internet, même si YouTube, on en parlera, c'est pas forcément la télévision sur Internet. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça vous inspire concrètement ? Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout, bien sûr, cette abondance de contenu et les paradoxes auxquels on fait face tous aujourd'hui. C'est un contenu pléthorique, mais une qualité de contenu finalement assez faible. On picore sur YouTube. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, notre enjeu, nous, en tant qu'opérateur de PTV, c'est de faire en sorte de présenter un contenu de qualité avec une plus-value culturelle, une plus-value premium, et qui mérite donc du coup de s'abonner, de payer pour ce contenu. Donc ça, c'est notre métier. Et fidéliser. Parce qu'il y a un peu de mal, YouTube également. Cédric, YouTube, c'est vraiment un moteur de recherche pour les nouvelles générations, pour les milléniums. C'est le Google de la vidéo. Ils ne vont pas sur Google, ils vont sur YouTube. C'est amusant de voir à quel point c'est peut-être générationnel. C'est-à-dire que nous, on n'a pas forcément le réflexe, quand on se dit « tiens, je regarderais bien ça », de le chercher d'abord sur YouTube. Alors que si tu as entre 6 et 25 ans, c'est le premier truc que tu fais, tu ne te poses pas de question de savoir si ça devrait être là ou pas. Mais du coup, c'est vrai que quand tu cherches, tu trouves, mais ça a un petit côté hit and miss. C'est-à-dire que tu ne sais pas exactement ce que tu vas, sauf pour des contenus spécifiquement produits sur et avec YouTube, des trucs de YouTubeurs, où là, tu sais que c'est là
et nulle part ailleurs. Pour le reste, tu sais pas si c'est là que tu vas le trouver ou pas. Donc ça a un petit côté aléatoire qui fait que de fait, c'est difficile de planifier sa consommation média autour de ça. Au fur et à mesure. Voilà, nous, on est de la génération qui paye 10 balles pour avoir Netflix, tu vois ce que je veux dire. Et là, tout à coup, voilà, tu te remettes à prédire des choses. Voilà, je prenais un exemple que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est vrai que c'est une autre consommation. Et quand tu vois des gens qui sont scotchés sur YouTube toute la journée, enfin toute la soirée, tu te dis, mais tu sais, il y a d'autres choses. Ils te regardent en disant, pourquoi faire ? C'est comme les mômes qui écoutent de la musique sur YouTube. Tu dis, ah bon, vraiment ? Oui, toute la musique est sur YouTube. On va essayer de leur ouvrir un petit peu l'esprit ce soir. En tout cas, inspiré le sondage de la semaine. On vous a posé une question sur Twitter via le compte On refait le Mac. La question est, comment regardez-vous la télé le plus souvent ? Vous étiez près de plus de 200 à répondre à cette question. 36% ont répondu que vous regardiez la télé le plus souvent en direct, tout simplement sur le téléviseur. 15% ont répondu en replay sur la TV via la box ADSL ou fibre. 20% en direct sur Internet. 29% en replay sur Internet. Ça correspond, vous me disiez Guillaume tout à l'heure, un petit peu aux chiffres que vous avez sur les utilisateurs de MyCanal. Tout à fait. Si on regarde l'ensemble des consommations de catch-up sur l'année dernière, plus de 20% ont été consommés en OTT au travers de MyCanal. Pascal, qu'est-ce que ça t'inspire ? On va se tutoyer Pascal. Ce mini-sondage qu'on a publié dans cette émission, c'est une tendance de fond, cette évolution des habitudes de consommation des Français et d'ailleurs. Bah oui, je crois que les chiffres ont été publiés récemment. 7 milliards de vidéos vues en replay en 2016, avec une fréquentation moyenne de 4,6 millions de personnes qui regardent le replay chaque jour. Donc la télé, c'est plus la télé comme on la connaissait, c'est la télé partout, sur tous les supports, et puis surtout, c'est la télé quand on veut, quoi. Donc effectivement, avec ces petits jeunes qui secouent un peu le cocotier, la télé est obligée de se réinventer, et évidemment challengé par ces fameux nouveaux entrants dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et Emmanuel, ça ne veut pas forcément dire que la télévision va disparaître. Il y a d'autres habitudes de consommation, d'autres supports. Oui, c'est un peu la fragmentation qu'on est en train de voir arriver entre le live, le sport, bref, des programmes qui sont plus compliqués à consommer en dehors, en effet, de la tranche horaire de diffusion. Et tout ce qu'on peut aujourd'hui mettre dans le on-demand, qui est aussi en effet le programme des chaînes de télévision, quand même une grande partie, voire même quasiment une immense partie des chaînes de télévision ont des programmes qu'on peut consommer finalement à la demande. Et puis l'autre chose intéressante là-dedans, à mon avis, en dehors de ça, c'est le côté totalement international de cette consommation-là. C'est-à-dire qu'on consomme en effet des chaînes françaises en replay, comme l'a dit Pascal, et de plus en plus, mais on consomme aussi de l'international en replay. Et ça, c'est un point, à mon avis, très intéressant, et qui est aussi celui des jeunes générations. Moi, j'ai des enfants qui sont bilingues à la maison. On les entend. Ils consomment anglais, ils consomment français, ils consomment tout ça, à la fois. Très bien. Ce qui explique que Canal ait dû changer un petit peu sa stratégie et besoin de faire évoluer son offre. C'est une offre sur l'IPTV, sur l'OTT, ça s'appelle MyCanal, et on va nous faire la démo de la dernière version sur Apple TV. C'est tout de suite. La nouvelle version de MyCanal pour Apple TV arrive le 9 mars prochain. En ce qui concerne MyCanal, il est arrivé pour la première fois sur Apple TV au mois de novembre-décembre. Novembre, oui. Donc là, c'est véritablement la phase 2. La phase 2 du lancement avec des fonctions exclusives qu'on réserve à l'Apple TV pour cette nouvelle version. On va le voir, en particulier autour de la navigation et de la consommation du sport et de l'intégration de fonctionnalités avancées autour du moteur de recherche Siri qu'on va donc du coup lancer au fur et à mesure des semaines qui suivent. Alors une nouvelle interface qui dans MyCanal qui n'est pas sans rappeler un mode de consommation différent, à savoir on n'a plus un classement par chaîne automatiquement, mais un classement par programme qui sont diffusés. Exactement. En fait, on va comme nos nouvelles offres, on va rentrer par les usages. On peut d'ailleurs le montrer. Et donc, je peux le montrer. Donc là, vous avez l'interface Apple TV, vous avez tout un tas d'applications que vous avez déjà téléchargées, dont MyCanal. Et ORLM. Quel talent. Et donc, je lance l'application, Canal, pardon. Et là, je suis donc du coup dans l'interface du live tout de suite. Alors, j'étais en train de regarder du sport, donc je suis revenu sur la partie sport. Mais si je reviens classiquement sur toutes les chaînes, en fait, là, voilà, vous avez sur un écran la totalité des chaînes live dans un mode, j'allais dire, classique. Parce qu'en fait, il ne faut pas
tout de suite perdre les clients existants. Et donc, on a toujours gardé un mode de consommation par chaîne, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous voyez sur la droite, cinéma, sport, jeunesse, la totalité des contenus classés par thématique en fonction de vos appétences. Et si vous revenez donc sur les différents programmes du départ, avec les différentes chaînes de l'offre Canal qui étaient feu auparavant Canal Satellite, en gros c'est un peu l'idée, hein, on a la barre de progression du programme en cours. Exactement. Donc ça, Cédric, ça rappelle un petit peu ce qu'a fait il y a quelques mois Molotov TV, hein, c'est ça, Cédric? Ouais, alors sinon qu'en plus Molotov lui a franchi parce qu'il n'est pas un grand groupe média. C'est-à-dire que c'était l'idée de faire une sorte de replay géant agnostique avec du live en plus, auquel je crois quasiment tout le monde a souscrit à différents degrés, mais avec un modèle forcément un peu différent. Mais là, on est évidemment sur quelque chose d'un peu hybride, parce que Canal est à la fois un média et son propre distributeur, et le distributeur de plein d'autres chaînes. Vous avez été très longtemps très gentil avec nous. CFCI, hein, monsieur. Ouais, voilà. Ah oui, monsieur a payé mon salaire pendant très longtemps, il ne le sait pas. Et là, forcément, arriver, parce que on va s'arranger toutes les deux. Ça, c'est quand même la réalisation de quelque chose dont on parle depuis 10 ans, 12 ans, c'est-à-dire une véritable offre packagée et complètement over the top. Oui, c'est-à-dire on casse le modèle avec le décodeur, on va en parler tout à l'heure. Il y a une partie qui est réservée à ça, mais c'est pas asservi à un abonnement câble, satellite, à une box particulière, à un opérateur. Voilà. Ça marche quel que soit l'opérateur tant que vous avez le débit qu'il faut. Donc c'est forcément ahurissant, quoi. Et puis donc on l'a entreaperçu tout à l'heure, Guillaume, de nouvelles fonctionnalités donc, qui arrivent le 9 mars, ça on l'avait déjà découvert en fin d'année. Et la première nouvelle fonctionnalité forte et qui est vraiment, je pense, intéressante, c'est le multi-live. Le multi-live. Alors le multi-live, c'est quoi? C'est pour l'ensemble de nos chaînes sport distribuées dans nos offres Canal. Donc que ce soit Canal Plus Sport, Canal Plus quand Canal Plus fait par exemple comme ce soir PSG Barça. Oui, parce qu'on enregistre le mercredi, donc on n'a pas le résultat. On n'a pas encore le résultat. Vous l'aurez quand on regarderait cette émission. Et donc voilà, vous pouvez aller dans cette interface sport. Vous avez une petite icône qui s'appelle Multi-Live. Je vais cliquer dessus. Et là, vous pouvez sélectionner l'ensemble des chaînes qui ont un programme sport au moment où on active ce programme. Donc, et combien de programmes on peut diffuser simultanément? Jusqu'à 4. Donc c'est Canal Plus Sport par exemple, le journal du foot sur Infosport Plus, les rois de la pédale et Sport Extreme par exemple. Et je vais cliquer sur accéder à la mosaïque. Et là, automatiquement, la mosaïque va se créer et le son va être focusé sur l'écran qui est en surimpression. Ouais, donc là je suis sur le golf, là sur Infosport Plus. Donc là, on sort un petit peu du schéma traditionnel de ce qu'on pouvait voir sur les téléconnectés de l'OTT. Là, on va un peu plus loin que le schéma classique, avec de l'interactivité, avec des options de visualisation qui vont bien au-delà de ce qu'on voit d'habitude sur une box ADSL. Hein. Ouais, c'est inédit, c'est une première mondiale d'ailleurs pour les partenaires d'Apple TV. Il n'y a pas d'autre opérateur de PTV dans le monde qui a développé ce type de fonctionnalité. Et donc là, bien sûr, on va bien au-delà de ce qu'on est capable de proposer au travers des box opérateurs partenaires, par ailleurs, ou sur notre décodeur en propre, qui arrivera bientôt en mode renouvelé à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer le contenu. Vous pouvez resélectionner les contenus très très simplement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de cette démonstration, c'est la fluidité avec laquelle tout ça s'opère. Il ne faut pas avoir une très très grosse connexion Internet pour profiter de ça concrètement, Guillaume. De toute façon, la meilleure connexion Internet, le mieux l'expérience se produira. Mais au-delà de 3 mégabits seconde, c'est parfait. Donc une bonne connexion ADSL, mais pas une super bonne connexion ADSL. La fibre, c'est idéal. Pour les geeks qui nous regardent, c'est quoi? C'est du flux 720p? C'est du flux Full HD? C'est de la 4K? Ce sera du... Non, c'est la réponse, mais je préfère vous le laisser dire. Oui, 4 flux 4K en 3 mégabits. Je ne vois pas où est le problème. Le boîtier Apple n'est pas encore 4K. En revanche, nous... Pas encore, c'est important de le noter. Il le sera un jour, forcément. Je vous rappelle que le patron de la division Apple TV était à Canal la semaine dernière lors de la présentation à quelques privilégiés, dirons-nous. Ce qui est important, en tout cas pour les utilisateurs du boîtier d'aujourd'hui, c'est nous on sera en 1080 Dolby 5.1 à partir du mois prochain. Donc on n'est pas encore au lancement, mais on le sera dès le mois prochain. Et ça va apporter une qualité d'expérience, en particulier sur le sport, qui sera immersion totale. Donc son 5.1, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée sur Twitter, et 1080p, donc c'est prévu. Allez, une petite brève réaction peut-être d'Emmanuel ou de Pascal. Emmanuel, concrètement, toi qui es un fan de sport, ce type de fonctionnalité, tu l'avais vu ailleurs, auparavant, sur des téléconnectés par exemple? Ou sur des systèmes type Roku?
Non, mais je suis assez d'accord sur la fluidité. Le niveau de performance est en effet inédit pour ce type d'expérience. Clairement, c'est fluide parce qu'il y a de la puissance derrière. Il y a un processeur qu'on ne trouve pas, qui doit être le A9, je crois, dans l'Apple TV cette génération-là, et qui permet des performances, permet en effet une fluidité, permet notamment ce qui arrivera donc plus tard, comme la notification vidéo, qui est un truc vraiment, vraiment bien. Si vous voyez la démonstration voilà, ça c'est une fonctionnalité qui est franchement intéressante en effet pour un fan de sport. Sur un multisport, vous avez tout d'un coup le petit carré avec la vidéo qui arrive sur votre écran pour vous indiquer qu'il s'est passé quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le mode expert, moi j'ai moins été emballé. On va en parler du mode quand je expert. l'ai vu. Pardon, je finirai là-dessus après, mais c'est vrai que la puissance et la fluidité est un atout très important pour ce type d'application. Là, ce qu'on peut regretter encore peut-être aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, c'est que c'est en 720p. Et sur un écran 1080, c'est un peu dur. C'est-à-dire que Molotov même est un peu au-dessus. Voilà. En quali. Comme disait Cédric, en quali d'image, Molotov est un peu au-dessus aujourd'hui par rapport à MyCanal. Ça fait un peu mal aux yeux. Franchement, quand on voit la capacité de l'application, c'est un peu... Bon, voilà. Donc le 1080, c'est dès le mois prochain. Il n'a pas écouté tout à l'heure. Tant mieux. Vous l'avez dit, mais c'est pas grave. Tant mieux. Non, mais c'était pour dire qu'aujourd'hui, si les lecteurs, excusez-moi. Non, on est en vidéo. Mais si les téléspectateurs l'essayent à la sortie de l'émission, ça en effet, ça a un côté un peu tu dois avoir une très grande télé, j'imagine, à la maison. Pascal, de ton côté, lorsqu'on en avait discuté il y a quelques mois lors de la sortie, voire plus d'un an lorsque l'Apple TV 4 a été sorti et qu'on avait discuté lors d'une interview pour iCreate, tu nous avais dit qu'il manquait effectivement une valeur ajoutée à l'Apple TV, du moins en France, pour se vendre. Ça, c'est un vrai argument de vente pour Apple qui lui manquait terriblement en France. Hein. Effectivement, d'abord, ça va donner une touche bleu, blanc, rouge à l'Apple TV. Déjà sachant Molotov, que, mais bon. Oui, il y a Molotov. Effectivement, je pense que Molotov aujourd'hui est beaucoup utilisé plutôt sur ordinateur ou sur téléphone mobile ou éventuellement tablette. Je pense qu'en France, il y a un véritable défi à relever pour toutes ces fameuses box standalone qui ont jusqu'à maintenant eu quand même pas mal de difficultés à percer. D'abord parce qu'en France, on le sait, le marché aujourd'hui de réception télé, il est passé majoritairement du côté des box des FAI. Et avec la fibre, ça va évidemment augmenter. Et puis, on sait qu'il y a d'autres acteurs que Apple qui ont lancé leur petite box. Alors, parfois, c'est que des dongles. Je pense à Roku, par exemple. Et Roku, je vous défie de le trouver en magasin. Ouais. Donc, il y a une éducation du marché à faire. Et là, c'est effectivement l'occasion pour l'Apple TV, avec ce partenariat Canal, de peut-être gagner le cœur de centaines de milliers de foyers qui, pour l'instant, ne l'ont pas acheté. L'enjeu, Guillaume, c'est de donner envie donc, aux possesseurs de box d'aller un peu plus loin, d'acquérir peut-être un boîtier pour autre chose. Et il y a une autre fonction qui pourrait les intéresser, qui va arriver dans quelques temps. On l'a un petit peu parlé auparavant avec Emmanuel, c'est le mode expert. Oui, alors le mode expert, c'est assez simple. Imaginez-vous en train de... On est le 8 mars aujourd'hui, donc ce soir, il y a PSG-Barça. Les serveurs vont chauffer ce soir du côté de Canal. Exactement, on va battre notre record de connexion simultanée, au-delà de 600 000 déjà, pour PSG-OM. Donc il y a Barça-PSG ce soir, et il y a également Benfica-Dortmund sur beIN Sport. Et donc le fan de sport qui s'est abonné à Canal avec le pack sport, donc qui bénéficie de beIN Sport, il pourra sélectionner ces deux matchs-là, être focusé parce que c'est un fan du PSG sur Barça-PSG, et être notifié en live d'une action importante qui se passera sur l'autre match. Donc imaginons que Benfica marque un but, à ce moment-là j'aurai une notification sur mon écran principal où je suis en train de regarder Barça-PSG, qui m'indiquera qu'un but a été marqué sur l'autre match. Donc ça, c'est les notifications. C'était une avancée qu'avait présentée Tim Cook en septembre dernier lors de la présentation de la dernière version de tvOS. On attendait une matérialisation. Elle est concrète. Elle est concrète et la beauté en fait, du monde IP, c'est que le monde IP il est décalé de quelques secondes avec le monde réel. C'est vrai que la notification du but, elle arrive en réel chez l'utilisateur. Et comme il y a 10 secondes d'écart entre le monde réel et le monde IP, je vois le but en live IP sur le voilà, donc on a le temps voilà, il y a un petit décalage de quelques secondes. Donc on a bien compris le mode expert. Il y a la notification d'un côté. Et le mode expert, c'est la possibilité d'avoir des statistiques. Par exemple, quand on regarde un match, d'avoir des informations sur un joueur. Voilà. Et j'ai bien aimé la démo que vous m'aviez faite. Malheureusement, on ne peut pas la faire parce qu'elle n'est pas encore disponible, mais on mettra quelques captures d'écran. Notamment lors des Grands Prix de Formule 1, la possibilité de... Moi qui suis un grand fan de F1. C'est toi le dernier qui les regarde. Hein. Oui, non, il y en a plein, non. Il y en a quelques-uns. Ah, vous êtes deux. Bravo. Bref, il attend la
version électrique des Formule 1, mais elles sont hybrides, ça Elles commence sont à aussi arriver. d'ailleurs diffusées sur Canal, l'e-Formule 1. Mais... La Formule, ouais. Oui, tout à fait. Et donc, non, la Formule 1, bien sûr, sera disponible avec ce multi-live, avec la possibilité d'avoir les caméras cockpit, les caméras dans les stands. De choisir, d'être son propre réalisateur. Ça rappelle un peu la formule kiosque de Canal il y a une quinzaine d'années sur Feu CanalSat. Exactement, mais là, bon, c'est instantané, une fluidité de navigation entre ces différentes caméras qui apporterait vraiment une expérience d'usage très, très, très forte. Donc là, on voit la valeur ajoutée que peut encore une fois représenter l'IPTV, l'OTT, par rapport à un décodeur qui est figé, qui a du mal à évoluer, ou une box ADSL. Autre avancée importante qui a été également présentée par Apple, et on ne voyait pas trop d'avancée en France, en septembre dernier par Tim Cook, c'est l'intégration de Siri. Oui, alors du coup, l'intégration de Siri, c'est la possibilité pour l'utilisateur de MyCanal sur Apple TV de piloter son interface directement avec la voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intégration, si on parle un petit peu technique, de l'architecture de nos metadata avec Siri, et donc commander une chaîne, commander un programme. Et Siri, bien sûr, grâce aux informations envoyées par MyCanal, adaptera le contenu poussé en fonction de la réalité d'usage de l'abonné Canal. Par exemple, j'ai déjà regardé 4 épisodes de Homeland. Si je dis donne-moi le dernier épisode de Homeland, il me poussera le 5e épisode et non pas le premier épisode si je suis quelqu'un qui n'a pas encore vu Homeland saison 5. Et donc voilà, bien sûr là du coup c'est un petit peu de changement de métier pour nous, hein. C'est-à-dire que notre métier, au-delà de faire des interfaces, c'est aussi de réfléchir à l'organisation de nos métadatas et de la meilleure façon de les exposer pour que des outils comme Siri puissent les comprendre et les proposer de façon intelligente à nos clients. Alors là, vous avez coché à peu près toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées par Apple en septembre dernier, vous les avez intégrées. Une des fonctionnalités qui nous a beaucoup interrogé, et Cédric était à San Francisco avec nous, c'était la fameuse application TV, hein, qui est propre à l'Apple TV, qui est pour l'instant réservée aux États-Unis. Est-ce que vous avez des infos de ce côté-là? Est-ce qu'elle a traversé l'Atlantique? Et est-ce que Canal travaille à une intégration? Je peux rien vous dire sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'attaché de presse d'Apple pour y aller. C'est des informations qui sont confidentielles. Mais en tout cas, bien sûr, il va falloir qu'on travaille avec l'ensemble de ces nouveaux écosystèmes, y compris l'application TV d'Apple. Une brève réaction peut-être de Pascal. Au vu de ce qu'on t'a montré ce soir, est-ce que tu crois que l'Apple TV de la MyCanal est armé pour convaincre les utilisateurs de box de s'offrir ce type de device? Bon, d'abord, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne va pas faire des spéculations sur comment le marché va réagir. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une compétition accrue au niveau des possibilités de consulter des flux live et des flux en différé et en catch-up. Et ça, pour le coup, je dirais que plus il y a de compétiteurs, plus c'est intéressant et plus il y a de chances de pouvoir effectivement émerger parce que les gens sont curieux et vont voir ce qui se passe. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable challenge pour Canal qui quand même est dans une rupture de modèle. Et pour moi, c'est le plus important de tout ce qui est en train de se passer, compte tenu des résultats de l'année dernière, il faut le dire, et qui maintenant va chasser sur le terrain de l'OTT pour se désolidariser de cet écran de télé qui était quand même un peu une espèce de prison dorée pour le groupe Canal. Et effectivement, l'OTT offre des opportunités. Et là, pour le coup, ceux qui ont la meilleure techno auront probablement plus de chances de s'en sortir. Merci Pascal. Effectivement, Canal devait bouger, devait évoluer. On va essayer de comprendre comment ils sont parvenus à construire cette nouvelle application, à rentrer dans les coulisses de l'élaboration de MyCanal. Guy, on avait reçu dans cette émission il y a quelques mois, quelques années, Jérôme Soror, qui est le patron de MyCanal, qui à l'époque lançait la version pour Canal Play. Il nous avait dit que c'était une sorte de prototypage d'arrivée de Canal Play sur Apple TV. On lui posait la question quand est-ce qu'arrivait la version d'Apple TV de MyCanal. C'était pas trop dans les canons, il n'était pas vraiment convaincu parce que l'expérience, les ventes d'Apple TV étaient plutôt à tonnes à cette période-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de voir arriver MyCanal enfin sur Apple TV? En fait, je pense que nous, notre ambition, c'est d'être là où sont nos abonnés. Et il y a une grosse partie de nos abonnés qui sont aujourd'hui toujours chez les box opérateurs, au travers des 19 millions de clients qui sont abonnés à l'IPTV. Et voilà. Et on a renforcé nos liens avec les opérateurs Free, Orange. Vous avez suivi
les deals que nous avons conclus avec eux pour fournir une partie de nos contenus directement intégrés dans leur box. Et puis, il y a le monde du satellite, où une grande partie de nos abonnés historiques sont toujours là et qu'il va falloir continuer à chérir, à entretenir, à fidéliser. Et ça, c'est toute l'histoire qu'on va raconter à la rentrée prochaine avec une nouvelle interface et un nouveau décodeur pour ces abonnés-là. Et puis, donc il y aura encore des décodeurs, bien sûr, bien entendu, sur la plateforme satellite. Mais ce ne sera pas un décodeur satellite, ce sera un décodeur canal quelque part, qui sera probablement agnostique en termes de technologie d'accès. Donc on peut imaginer un décodeur universel, IPTV, OTT, satellite, ADSL, tout ce qu'on veut. On ne va rien dire aujourd'hui, on ne peut pas tout dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas mettre la complexité du côté du client. Et donc, si je peux dire à mon client, vous prenez un décodeur canal et puis ne vous cessiez plus du reste, c'est ça en tout cas l'ambition qu'on a. Ouais. Et puis l'Internet ouvert, ce qui est le troisième axe de développement pour nous, où là, en France, c'est vrai, comme on l'a dit aujourd'hui, l'accès au contenu est pour 19 millions de foyers en France au travers des box, mais il est certain que le monde de l'Internet va se développer. Je ne sais pas si c'est dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an que le marché va shifter, mais le marché va shifter, c'est une évidence. Rappelez-vous Orange World, Vodafone Live, iMode, les walled gardens qu'on a connus sur le mobile, on les connaît aujourd'hui sur les box opérateurs et l'accès à la télévision, mais ce monde-là, il va durer un temps, mais il ne va pas durer éternellement. Et donc du coup, nous, on se prépare et il est très important pour nous, et pour revenir à la genèse, d'aller sur ce monde de l'Internet ouvert. On a conçu au départ MyCanal comme étant un outil de consommation de second écran. Je commence à la consommation à la télé et puis je termine ma consommation sur des devices mobiles au travers de MyCanal. Notre stratégie maintenant est toute différente. On considère l'Internet ouvert comme un vecteur principal de consommation des contenus payants et des contenus de Canal+. Et donc présent sur tous les supports. Sur tous les supports. Et donc du coup, on considère l'OTT comme un accès primaire à nos contenus. On va y revenir en détail dans un instant de l'OTT, mais revenons sur la relation avec le choix d'Apple TV et la relation avec Apple. J'étais très surpris et agréablement surpris de voir que le chef de la division Apple TV, quand on sait qu'Apple est très américano-centrique, était à Paris, à Boulogne, au siège de Canal, la semaine dernière pour le lancement devant quelques journalistes et quelques spécialistes des médias. Comment s'est passée la relation avec Apple? Est-ce qu'ils sont un peu à l'initiative de ce grand débarquement, ou c'est plutôt vous qui avez contacté Apple? Vous savez, avec MyCanal, avec 10 millions de téléchargements, on était l'une des applications les plus téléchargées historiquement sur le store d'Apple. Et donc, on était déjà en lien très fort, encore une fois, dans cette optique de consommation sans grand écran. Et puis, avec la transformation digitale qu'on est en train de mener, le lancement d'offres sans engagement qu'on a lancé en septembre, et puis là, le lancement d'INAP, puisqu'on fait aussi l'INAP à partir de demain, donc à partir du 9 mars, sur tous les stores, il était devenu naturel d'imaginer une coopération plus intégrée autour de l'accès à la télévision et donc d'Apple TV. Et lorsqu'on a expliqué l'ensemble de cette stratégie au management d'Apple aux États-Unis, il est apparu comme une évidence de faire de Canal, qui a le meilleur catalogue de contenu sur le marché français, et d'associer avec l'opérateur qui est capable de proposer la meilleure expérience de consommation. Et on pensait que l'association de ces deux marques était comme une évidence, en particulier pour nos abonnés et nos futurs abonnés. Donc voilà, c'était tout à fait naturel d'aller dans cette direction-là. Et comment concrètement s'est passée la relation? Donc il a fallu aller à Cupertino, j'imagine. Ils vous ont aidé, ils vous ont conseillé, ils vous ont envoyé des développeurs. Il y a des développeurs de Canal qui sont partis à Cupertino. En fait, sur le même mode que tout ce qu'on a fait sur l'application sur iOS. En fait, il y a des interactions très très fortes entre les équipes de Cupertino et nos équipes de développement. La réflexion autour d'une expérience multi-live, par exemple sur le sport, est quelque chose qui a été co-construit avec les équipes d'Apple. Et il est vrai que pourquoi Jay est venu en France, c'est parce qu'il trouve vraiment que la mise en œuvre et l'exécution du portage de l'expérience de PayTV Canal sur Apple TV telle que nous l'avons réalisée est l'une des meilleures expériences qu'il a vues aujourd'hui sur le marché dans le monde. Donc on est dans une sorte de première mondiale pour eux. Oui, pour paraphraser votre directeur général Maxime Saada lors de la présentation l'autre jour, il disait à propos de l'Apple TV que c'était en gros l'un des meilleurs décodeurs, si ce n'était pas le meilleur décodeur en tout cas du marché.
au-delà, l'arrivée de cet Apple TV et de ce modèle de consommation, c'est un peu un changement de business model pour Canal, et notamment la fin de l'abonnement sans engagement qui était auparavant obligatoire. Tout à fait. En fait, on s'adapte complètement aux nouvelles évolutions de marché. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire qu'auparavant, Canal, c'était quoi? C'était bien sûr les meilleurs contenus, mais dans un mode une chaîne, un catalogue, une vision très linéaire de la consommation, et puis un objet physique qui était la télévision. Demain, c'est quoi? C'est un accès facilité au contenu, du service autour des contenus, le multi-live. C'est plus le spectacle télévisuel du foyer, mais c'est un accès personnalisé, curé. Pardon, pas curé, mais pardon, tu recommences ça. Il n'y a pas de bon mot en français pour la curation. La curation, La curation, ça ressemble à un truc médical assez désagréable. Hein, donc c'est vraiment un accès personnalisé, recommandé avec les experts éditoriaux de Canal. Et puis une expérience fluide. On était dans le solide, on passe dans le fluide, donc avec sans couture, voilà. Donc concrètement, lorsqu'on télécharge l'application MyCanal aujourd'hui, sans être forcément abonné à Canal, c'est pas réservé qu'aux abonnés de Canal. Donc d'abord, on a un mois gratuit, c'est bien ça? Alors à partir de demain, donc du 9 mars. Depuis hier, quand on sera diffusé. Exactement. C'est toujours à partir du 9 mars, pour toute souscription in-app, que ce soit à l'Apple TV ou dans les stores, vous aurez accès à un mois gratuit à la totalité du contenu de Canal. Donc il ne faut plus s'abonner directement auprès de Canal, on utilise son compte iTunes. On utilise son compte iTunes. Ça, c'est quand même une révolution de la part de Canal, en termes d'approche. D'accord, mais enfin, c'est pas une révolution pour l'utilisateur, mais pour vous, j'imagine que c'est une révolution parce que oui et non, votre base abonnée... C'était déjà des trucs qu'on pouvait contracter au travers de sa box, etc. Donc, oui. Ils ont déjà un historique. Oui, mais la relation est plus facile avec un fournisseur d'accès qu'avec Apple. On sait que dans la presse, par exemple, lorsqu'on fournit on n'a pas accès à notre base abonnée lorsqu'on vend des magazines sur l'Apple Store. Mais bon, passons. Ben oui. Alors concrètement, peut-être un petit mot d'Emmanuel ou de Pascal. Vous réagissez quand vous voulez. Un changement de business model, changement de mode d'abonnement, plus de limite de durée, en tout cas lorsqu'on passe, vous m'arrêtez Guillaume si je dis des bêtises, via l'Apple TV. On a l'impression que Netflix est passé par là, peut-être, Pascal. Ben oui, Netflix est passé par là. Enfin, on était prévenu qu'ils allaient arriver quand même, donc ça fait depuis 2007 qu'on sait qu'à un moment donné, ils allaient ramasser le marché et s'installer partout avec un modèle alors là, qui est du pur OTT historique, et ça a obligé tout le monde à s'aligner, plus ou moins bien. Faut quand même souligner que Canal avec Canal Play résiste. Je ne sais pas s'il continuera de résister très longtemps, mais aujourd'hui Canal Play résiste, qu'il y a d'autres offres qui arrivent sur le marché plutôt adressées pour le mobile. Donc on connaît Studio Plus, qui d'ailleurs fait partie de MyCanal. Je crois que c'est dans les onglets, on a une option Studio Plus, et puis il va y avoir bientôt un autre produit qui va arriver qui est Black Pills. Canal a bougé. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure le consommateur ne va pas non plus être débordé par l'ensemble de toutes ces offres. À la fin, on s'est tout donné de la tête. Canal restant un point d'ancrage pour moi en tant que consommateur très important, parce qu'il y a une vraie offre construite. Après, pour le reste, on sait qu'aux États-Unis, je crois, 2/3 des foyers sont abonnés à 2 offres de SVOD. Enfin, on n'a pas le portefeuille extensible, et à un moment donné, il va bien falloir choisir. Et là, il va y avoir une vraie bagarre qui n'a pas commencé et qui va s'ouvrir dans les prochains mois, les prochaines semaines. Emmanuel, tu as publié un papier sur l'évolution du business model sur l'électron libre cette semaine. Ta réaction justement à cette évolution, à cette ouverture qui était nécessaire et qui était un peu contraint de la part de Canal? Oui, depuis très longtemps, c'était, à mon avis, le gros caillou dans la chaussure de Canal+, c'était vraiment le mode d'abonnement. C'est-à-dire, on était contraint, c'était très compliqué de se désabonner. Je suis désolé, mais c'était vraiment, vraiment compliqué. Il y avait pas mal de gens qui, d'ailleurs, s'en plaignaient. Il fallait se désabonner à date anniversaire, un peu comme pour les... À date anniversaire, un mois avant, avec une lettre, avec le cachet d'Élysée. Enfin bon, c'était vraiment très, très compliqué. C'est presque une rente pour Canal. Voilà, on a bien compris. Voilà, j'exagère à peine en disant ça. Ça, c'était un vrai problème. Et moi, mon expérience, elle était assez simple là-dessus. Le jour où Netflix, en effet, s'est lancé en France, je me rappelle très bien avoir été coché sur mon ordinateur sur la page de Netflix pour faire l'essai d'abonnement. Et à ce moment-là, sur la dernière où on vous dit que vous allez donc commencer l'abonnement, il y a marqué en gros, la première chose qu'on vous dit, c'est vous arrêtez quand vous voulez.
Et ça changeait totalement la perspective dans laquelle on avait à s'engager finalement avec un service de SVOD. Et comme dit Pascal, les choses on était prévus, mais là, la rupture était forte. Donc quand Canal propose aujourd'hui un changement relativement radical, et je tiens à souligner, relativement inédit aussi pour un média français, dans le sens où Orange a lancé également une application avec OCS, SFR fait timidement son aggiornamento sur la convergence, c'est-à-dire qu'eux aussi ils proposent petit à petit des contenus, la Première Ligue, des choses comme ça, avec des applications donc qui sont là encore un schéma cordless de diffusion, c'est-à-dire de l'OTT. Canal fait une rupture brutale. Canal dit aujourd'hui, et c'est ce que je saluais d'ailleurs dans ce papier auquel tu faisais référence, Canal fait véritablement une rupture brutale dans son modèle de diffusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est de l'OTT, c'est pour tout le monde. Oui, il y a des accords encore avec des opérateurs, hein, comme vous savez, avec Free et Orange, il y a des opérateurs sur un mini bouquet Canal Satellite, enfin ex-Canal Satellite, c'est pas vraiment du Canal+, c'est un truc un peu quelques chaînes comme ça, dites premium. Donc, elle est vraiment avec cet accord avec Apple sur l'Apple TV. Plus tard, donc certainement, comme disait Guillaume, sur le futur Cube, ou je ne sais pas si vous l'appelez encore comme ça, donc le futur décodeur Canal+, voilà, dans lequel il y aura également certainement donc un accès IPTV, et puis l'arrivée de TV App en France, sur lequel Canal travaille. Moi, ils me l'ont dit, donc je vous le dis, après avec les gens qui le développent, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire en effet que ça veut dire en effet qu'on va aller vers une consommation qui est transversale pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il s'affranchit de la chaîne de télévision, il s'affranchit de beaucoup de choses pour aller vers ce qui est la force de Canal depuis 30 ans, et qu'il l'est un petit peu moins ces dernières années, c'est peut-être d'ailleurs en rapport avec la dégringolade des abonnements, c'est-à-dire l'exclusivité et le premium du programme. Et là-dessus, et je finis là, c'était d'ailleurs l'angle de mon papier, je finis là-dessus pour bien comprendre de quoi il s'agit. Canal aujourd'hui a certainement le bon schéma, il lui manque un point absolument majeur, la clé de voûte de toute cette histoire, c'est le réinvestissement dans les programmes. Aujourd'hui, Canal a un vrai problème, il faut un réinvestissement fort dans les programmes pour retrouver une forme d'exclusivité qu'elle a perdue depuis 2008 à peu près. C'est une question d'argent, mais on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Dernier mot pour parler de l'argent, peut-être, c'est la critique récurrente envers Canal, c'est que c'était cher. Ça coûte combien aujourd'hui d'être abonné à MyCanal ? À MyCanal, vous avez des abonnements donc sans engagement ou avec engagement 24 mois, c'est à vous de choisir, à partir de 19,90 €. Ouais. Pour accéder à la chaîne Canal+, à la totalité du replay, à la totalité des services qu'on nous proposons là avec l'Apple TV ou MyCanal. Donc la totalité du service est disponible aujourd'hui sans engagement à partir de 19,90 €. Derrière, vous pouvez prendre des packs thématiques, si vous êtes fan de sport, fan du cinéma, ou si autour de vous il y a des enfants, avec le pack famille. Allez, merci Guillaume, on va passer tout de suite aux questions Twitter. Les questions Twitter, mais avant de commencer par la question, on va dire bonsoir à Pascal qui doit nous quitter et partir un petit peu travailler. Merci de ta visite Pascal. Tu reviens quand tu veux. Merci, bonsoir. À bientôt, merci. Ciao, ciao. Beaucoup de questions ce soir autour de l'avenir de la télé et de MyCanal en particulier. On est obligé d'en choisir qu'une parce qu'on est pris par le temps. Elle est signée Robin Fourdeux à propos donc de MyCanal. Quid des chaînes favorites sur MyCanal? Quid du PIP, le Picture in Picture? Quid des fonctions d'enregistrement? C'est une offre phare, une fonction phare de Molotov. Et du replay des chaînes M6 et TF1 cher à Cédric. Alors, beaucoup de questions en une. On va essayer de répondre brièvement. Le Picture in Picture, il est déjà disponible sur iOS. Vous l'avez sur votre iPad ou sur. On parle sur Apple TV. Alors, pas sur Apple TV pour le moment, parce que. Mais dès que ce sera disponible sur Apple TV, on pourra donc c'est une fonction qui doit être implémentée dans le système. Exactement, mais vous l'avez déjà sur iOS, il fonctionne très bien. Les chaînes favorites, c'est quelque chose qu'on va ajouter dans le courant de l'année. M6, le replay de M6 TF1, nous sommes très confiants. Mais je n'ai aucune opinion. C'est une histoire de gros sous encore cette histoire. Nous sommes très confiants. On verra si ça se concrétise. Ce n'est pas un sujet technologique. Ouais. Et l'enregistrement. Et l'enregistrement. Donc l'enregistrement sur le décodeur, bien sûr, c'est possible. L'enregistrement sur le cloud. Donc c'est peut-être ça dont. Pour MyCanal, par exemple, si on a, ou même en local, si on n'a pas une super bande passante et qu'on veut
Comme c'est possible, par exemple, sur l'iPad, de regarder une émission sur son Apple TV, puisqu'il y a peu de mémoire sur l'Apple TV. Donc en fait, ce qui se passe, c'est ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le contenu et le regarder plus tard. Donc ça, vous pouvez le faire sur iOS, sur l'iPad, sur l'iPhone. Et on travaille ardemment à un enregistrement autour, mais de coup qui nécessitera une connexion Internet dans le cloud. Et on fera des annonces plus tard, mais c'est en cours de réalisation chez nous. Bon voilà, donc ça devrait arriver en clair. On passe tout de suite au busomètre. Allez, le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple. Et cette semaine, c'est Cédric qui s'y colle. Je savais pas que j'étais venu pour bosser, moi. Ouais. Alors, le busomètre dans l'ordre inverse d'intérêt, j'ai envie de dire. Numéro 1, pas d'iPhone 8, mais un iPhone édition OLED. Alors ça buzz à mort. À voir, parce qu'en fait, c'est pas fromage ou dessert. Peut-être qu'on aura le droit à fromage et dessert, mais pas servi en même temps, parce qu'on ne sert jamais le fromage et le dessert en même temps. Je sais pas comment ils vont faire, 2 Apple Event à 2 semaines d'écart. Ou un iPhone 7S et puis un iPhone 8 ou spécial édition qui sera disponible un peu plus tard, mais présenté en septembre. C'est problématique parce qu'évidemment, on va tellement attendre le second que tout le monde va attendre. Ça va être très compliqué. Ils sont en train de se créer des problèmes vraiment compliqués. Intéressant à suivre. Deuxième, évidemment, et ça c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on a vu à Barcelone cette année, c'est-à-dire des écrans qui s'élargissent sans faire enfler le téléphone lui-même, des écrans sans bord en clair. Du coup, que fait-on du Touch ID ? Et puis la place. Sous l'écran, Apple a acheté des technologies autour de tout ça. Là aussi, ce serait quand même vachement intéressant. Moi, je suis assez impressionné par les dernières générations de capteurs d'empreintes que j'ai vus chez des marques concurrentes, voire même chinoises. Tu peux citer. Ah oui, ouais. Sur le Huawei P10, l'empreinte, c'est incroyable. La première fois, tu te dis, ah bah non, j'ai juste appuyé sur un bouton. Non, il a vraiment vu ton empreinte. C'est super snap. Là, l'enjeu, c'est qu'il soit sous l'écran. Absolument. Et alors, est-ce qu'il serait à un endroit précis ? Est-ce qu'il serait... ça pose plein de questions, mais on sait qu'il y a plein de technologies autour de ça. Le retard éventuel de sortie de l'iPhone spécial édition. Ouais, mais il y a plein de raisons possibles, parce qu'il y a ça, t'imagines l'arrivée de l'OLED enfin sur iPhone. Ouais, ça aussi c'est compliqué, parce que la production mondiale n'est pas suffisante. Puis ça va être compliqué en termes de discours, parce que ça fait des années que Apple nous dit, mais non, l'OLED c'est bien, mais ça c'est des trucs, ça clignote, c'est trop rouge, c'est trop bleu, c'est trop vert, c'est trop pour nous. La production mondiale ne suffit pas à fournir Apple, donc peut-être s'il y a juste un modèle, ça pourrait. Voilà. Rumeur suivante. Un iPhone 5,1 pouces et non 5,8 pouces. Toujours bord à bord, c'est ça. Bah oui, évidemment, mais là aussi on le voit, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu arriver avec le G6 chez LG, avec le P10 chez Huawei et d'autres, brouille les pistes, parce qu'évidemment on te dit mais l'écran est plus grand, donc tu t'attends mécaniquement à ce que le téléphone soit plus grand. Eh ben non, pas nécessairement. Donc, en gros, pour un iPhone 4,7 pouces, on aurait l'écran de l'iPhone 5,4 pouces que tu as là. Ce serait huge. Numéro 4, l'iPhone adopterait enfin, ai-je envie de dire, l'USB-C. Non. Comment ça, non ? Non, Cédric, on a mis qu'une étoile. Non, tu veux pas. Écoute, ça. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que, je vais pas te raconter ma vie, mais voilà. Ouais. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2 autres. Tout ça n'a plus aucun sens. Oui, il y a une Made for iPod, une licence qui rapporte plein de sous à Apple. Oui, alors c'est ça. Il y a des questions de business qui font qu'évidemment, Apple peut avoir envie de garder le Lightning. Mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent. Alors c'est vrai, moi j'ai vu des fabricants d'accessoires pour iPhone, de trucs très beaux, très chers. Je donnerai pas de nom, mais bon, qui disent non, Apple nous a garanti que Lightning serait là pour encore 7 ans. Pardon. Voilà, pourquoi mais c'est impossible. C'est intenable. Mais c'est une deal pour Apple, donc ils vont pas s'en priver. Sauf si par exemple, ils arrivaient à faire un truc qui fasse les deux en même temps, tu vois. C'est un peu ce que dit une espèce de truc un peu hybride. Mais moi, depuis que ça y est, je commence à avoir des smartphones USB-C, je veux plus rien d'autre. Dernière rumeur. Number 5, un Apple Event en avril. Ils n'ont pas fin mars, donc et là, peut-être qu'on verrait un Apple TV 4K, qui sait. Je dis rien. Ce serait l'occasion rêvée, j'ai envie de dire ça. Et un nouveau Mac Pro, en ce moment, un nouveau Mac Pro, je ne sais pas, peut-être. Bon, s'ils pouvaient déjà avoir la sympathie et l'élégance de ne pas le faire en même temps que l'event de Samsung, qui sera le 29 mars, ce sera déjà pas mal. Bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie, plus que la deuxième partie, la dernière partie de cette émission. On va parler un petit peu de la stratégie d'Apple dans la télé. Apple et la télé, donc c'est une stratégie plutôt floue. On a beaucoup buzzé, Cédric, pendant des années autour de l'arrivée
d'une télévision d'Apple. On va pas y revenir. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Dans une autre émission. Au bar. Et puis finalement, on a vu arriver après plusieurs années d'attente, alors que l'Apple TV est arrivé en 2011, je crois, de mémoire. Il fait attendre 5 ans pour voir l'Apple TV 4. On n'a pas trop compris, pour attendre 5 ans pour juste avoir des applications sur la télé. Et puis c'est toujours aussi flou en matière de gestion de contenu. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est iTunes pour l'achat et la location de films et de séries. Et puis, c'est également quelques images, quelques vidéos. Regardez ces images de 2 émissions qui sont disponibles sur Apple Music. Donc, on regarde des vidéos sur Apple Music. Excusez-moi, mais en termes de marketing, j'ai un peu de mal. Vous direz votre avis. Donc, ça s'appelle Planet of the Apps. C'est une application, c'est une émission qui va être une sorte de The Voice des applications. Et puis, il y a du beau monde. Will.i.am, Jessica Alba, Gary Vaynerchuk et Gwyneth Paltrow, ils ont beaucoup de chance. On aimerait bien l'avoir dans cette émission, mais je rêve. Gwyneth Paltrow? Ouais, fais-moi un pitch en 60 secondes. Non, c'est en gros l'idée. Récompense 10 millions de dollars si c'est mieux. Voilà, Rodrigo qui est là dans l'émission, mais dans la régie adorerait présenter cette émission. Et puis deuxième émission disponible sur Apple Music s'appelle Carpool Karaoke. C'est très célèbre. C'est la fameuse séquence du Late Night Show de James Corden qui est donc disponible sur Apple Music en exclusivité. Bref, pas vraiment de quoi inquiéter Netflix ou Canal. Ils n'en sont pas là. Mais d'ailleurs, on se demande du coup pourquoi. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que s'ils lancent du contenu, ils le fassent de manière massive ou alors avec des trucs. C'est des petits coups sympas, mais enfin, il n'y a pas vraiment de ligne, il n'y a pas vraiment de stratégie. Mais surtout au travers d'Apple Music. Donc, à la limite, pour Carpool Karaoke, je comprends. Pour Planet of the Apps, je comprends beaucoup moins. Si ce n'est qu'on prend beaucoup de plaisir à regarder. Mais voilà. T'as un truc pour Gwyneth Paltrow, toi? Entre autres. Tu sais qu'elle est parfaitement imbuvable. Enfin, oui, mais elle est parfaitement imparfaite aussi. Emmanuel, ton avis sur la stratégie d'Apple, sur les tentatives de se positionner en termes de production de contenu, ça c'est assez nouveau. Est-ce que tu sens que Apple va y aller dans la production de contenu? Non. Je pense qu'Apple n'ira pas, et pour une raison simple. Bon, on va arrêter l'émission, merci, au revoir. Mais non, mais il a raison de simplifier le débat. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Après, je ne sais pas ce que fera Apple. Personne ne sait jamais ce que fait Apple de toute manière. Comme tu dis, l'Apple TV 4, on ne l'avait pas vu venir avec ses applications. Bon, bref. On pensait tous que ça serait en effet un écran, enfin surtout Cédric, en tout cas parmi nous, pensait que ça serait un grand écran avec un Apple TV derrière, qu'on ne verrait pas, qui serait scotché et qui permettrait de faire la même chose que fait une Apple TV, mais avec un écran beaucoup plus cher. Ce qui, encore une fois, techniquement était tout à fait possible, d'un point de vue business, beaucoup plus compliqué parce que les cycles de renouvellement des écrans de télé ne sont pas les mêmes. Enfin bon, bref, vous connaissez ça par cœur. La grande question qui se pose aujourd'hui pour Apple, c'est pas de se dire est-ce que je suis Netflix, est-ce que je suis Amazon Prime, est-ce que je suis Canal+, et donc je vais acheter un studio, et donc je vais faire de la production, et donc mon Game of Thrones à moi, il sera meilleur que le Game of Thrones de HBO. C'est pas ça leur problématique. Et on le retrouve d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la présentation longue qu'ils ont fait de Planet of the Apps, mais c'est un truc très intéressant. Qu'est-ce que dit Apple aujourd'hui? Apple dit un truc très simple, il dit « Moi, je suis le pourvoyeur mondial du American Dream nouveau ». Alors, je vous dis comme ça, ça fait très... mais enfin bon, c'est Apple, on s'en fout. Ils sont péremptoires, prétentieux, ça a toujours été leur façon de faire. Ouais. T'es en train de dire que c'est comme Donald Trump, il ne faut pas les prendre au mot. Sauf que parfois, si on ne les prend pas au mot, on tombe à côté, sans faire de jeu de mots avec Tim Cook, on tombe à côté de ce qu'il y a réellement dans la qu'ils sont en train de mettre en place. Apple n'est pas là pour faire un Netflix. Netflix est sur Apple. De la même manière, quand ils ont lancé iTunes, c'était pas du tout parce que personne n'arrivait à faire de la musique en ligne, c'était parce que d'une certaine manière, vendre un iPod, ça se faisait avec un magasin de musique en ligne. Netflix est arrivé, Netflix c'est très bien, Amazon Prime c'est très bien, Canal+, MyCanal, c'est certainement très bien. En tout cas, s'il y a de l'investissement, comme je disais tout à l'heure. Mais donc dans cette histoire-là, Apple n'a aucune raison de se retrouver dans la position d'un producteur de contenu. Et pour finir sur Planet of the Apps, parce que je pense que c'est en effet le paradigme de cette histoire-là, même si c'est relativement peu lisible ou compréhensible aujourd'hui, eux, ils vous disent quoi? Ils vous disent la télévision de demain, c'est les applications. C'est TV App, c'est MyCanal, c'est Amazon Prime, c'est Netflix et toutes ces choses-là. Qu'on les croit ou qu'on les croit pas, Cédric est peut-être là-dessus, il a à revoir. Moi, je suis d'accord aussi, je ne gobe pas tout ça. Je vous dis, c'est eux, ils vous expliquent ça. Et donc, ils vous disent quoi? Ils vous disent, dans le monde entier, on peut coder des applications,
on peut les proposer à Planet of the Apps et on peut en effet d'abord faire un pitch devant Gwyneth Paltrow, on peut choper 10 millions et on peut se retrouver sur la home de l'iTunes Store, enfin de l'App Store ou des choses comme ça. Ça, pour eux, c'est le nouvel American of Dream. Il le dit, American Way of Dream, excusez-moi. Ils le disent ça, très clairement. Oui, et donc, ils n'ont pas à vouloir faire du contenu dans cette histoire-là. Ils sont au-dessus de cette histoire-là. Oui, ils sont au-dessus. Ils sont le parapluie au-dessus. On a bien compris, Manuel. Mais il n'empêche, peut-être Guillaume ou Cédric en plateau, on voit bien qu'Apple a toujours été présent historiquement dans le contenu, puisqu'ils vendaient des iPods, ils vendent des iPhones. Les iPhones, il faut alimenter par du contenu. Alors pourquoi louer vendre des films sur iTunes, c'est pas les proposer en streaming? Ça n'a pas de sens. Et après tout, ils vendaient des morceaux de musique sur iTunes, ils sont passés à Apple Music. Et on voit bien que ça les titille, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a la semaine dernière encore, il y a une rumeur du Washington Post qui disait que les responsables d'Apple faisaient la tournée des grands studios à Hollywood pour essayer quand même de voir s'ils ne pouvaient pas produire du contenu. Il y a eu une rumeur autour de Time Warner, avant d'être racheté finalement par AT&T, comme quoi Apple regardait le dossier. En tant que diffuseur, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense beaucoup de choses. En revanche, je ne vais pas commenter sur la stratégie d'Apple. Nous, on est aujourd'hui extrêmement satisfait du partenariat que nous avons avec Apple. Et exactement comme ce qui vient d'être dit, c'est à savoir dans un mode de plateforme de diffusion et de plateforme de lien entre nos contenus, notre expérience et le client final. Et c'est là où Apple excelle, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, c'est d'avoir de produire une expérience enrichie avec notre aide pour aller toucher le plus grand nombre de clients. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait avec l'iPhone, ce qu'ils ont très bien fait on l'espère, avec l'Apple TV demain. Et ce rôle-là, pour nous, il est essentiel et on est très satisfait de ce rôle. Voilà. Cédric. Je parlais plus librement que monsieur. Le fond du problème. On mettra des sous-titres. Moi, j'ai fini par faire mon deuil de la télé d'Apple parce qu'il y avait plusieurs problèmes. Il y avait des problèmes de technologie. C'est dur de faire de la télé si tu ne produis pas tes propres écrans. Mais ce qu'on en avait compris, c'est qu'ils attendaient d'arriver à une espèce de conjonction entre du matériel et une offre renouvelée de télévision, qui ne nous concerne pas forcément directement parce que nous, il se passe beaucoup de choses au travers des box, etc., qui concernaient d'abord les États-Unis. C'est le pays où tu payes $120 par mois pour le câble. Il n'y avait pas de box. Et il n'y avait pas de box. Donc voilà, et ça, c'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà l'expérience d'iTunes, et parce qu'évidemment, quand ils ont fait le tour des studios et des chaînes, les gens les ont vus arriver, façon de dire, oui, attendez, asseyez-vous, on va parler, mais on va pas se laisser emmener dans une aventure dont on sait que vous allez sortir gagnant de toute façon, et nous, c'est pas sûr. Donc il y avait vraiment des questions de business. Voilà, du coup, c'est aussi comme ça qu'on explique forcément la tentation d'Apple de rentrer dans le contenu. Mais de fait, s'ils voulaient faire un truc sérieux, ils ont totalement les moyens de racheter Netflix, même si moi j'ai posé la question à Reed Hastings, mais il n'est pas vendeur. Donc, Oui, en tout cas, la capitalisation boursière de Netflix, elle est de combien aujourd'hui ? 61,74 milliards de dollars. Hein. C'est moins que Time Warner ? Oui, mais on est dans un business... C'est rien pour Apple aujourd'hui. Oui, on est dans un business de contenu. Donc on est dans un business de talent. Et on a plein d'exemples, même en ce moment, où c'est pas, tu peux pas juste racheter, tu vois ce que je veux dire. Si je rachète Canal demain, j'ai pas l'expérience et j'ai pas le know-how pour continuer à en faire quelque chose d'intéressant. C'est pas juste une question d'argent. Concrètement, le fait qu'un Amazon Prime arrive en France ou s'investisse autant dans la vidéo aujourd'hui, c'est plus logique qu'un Apple, si je te comprends bien ? C'est une autre logique, parce que là, c'est une logique de fidélisation de gens qui payent 49 € ou dollars ou 99 par an pour tout un bouquet de services, pour être livré le lendemain, pour avoir... Enfin, tu vois, c'est plus... Là, on est plus vraiment dans la fidélisation, d'ailleurs, sur le modèle de l'App Store original, qui est de dire, on va vous donner plein de trucs et vous allez rester chez nous. C'est pas encore une vraie logique, même s'ils produisent, on a vu Jeff Bezos aux Oscars, qui disait, c'est bien, si je gagne, il me sera livré sous 3 à 5 jours. C'est vrai. Mais on est vraiment dans une logique totalement différente. Oui, mais il y a quand même aussi une stratégie de fidélisation, mais autour du hardware. Absolument. Pour Apple. Donc, absolument. Voilà, moi, je veux dire, Netflix a fait vendre énormément d'Apple TV. Ouais, donc pourquoi pas la racheter, effectivement. On verra. Il n'y a pas besoin d'être automatiquement vendeur, ils sont en bourse. Hein, donc, oui, tout à fait. Voilà. Mais ce que je veux dire, de fait, ce serait peut-être plus logique que de recommencer un truc à zéro en disant je vais construire une. Bon. C'est en tout cas la stratégie d'Apple, on l'a vu avec Apple Music. Hein, ils ont pris un peu de retard par rapport à Spotify. Ils ont laissé un boulevard à Spotify et là, ils laissent un boulevard à Netflix. On va voir s'ils vont faire le même chemin. L'autre rumeur qui circulait autour du Washington Post, c'était qu'effectivement, ces mêmes studios qui avaient rencontré Apple avaient rencontré DQ, avaient rencontré Jamie Lovin,
l'un des patrons d'Apple Music, et Robert Konderka, qui est le patron d'iTunes. Et chacun essaye on n'arrive pas à savoir qui est le patron. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas forcément de stratégie de direction. J'espère qu'on y verra un peu plus clair. Dernier mot pour conclure cette émission. On voit pas mal de géants de la tech s'intéresser à la télé, les GAFA, comme on les appelle. Ils s'intéressent au contenu et aussi au contenu sportif. On sait que c'est très important pour Canal+. On a vu récemment l'achat des droits de Ligue anglaise de foot, et puis encore plus récemment de la Champions League par British Telecom, 1,4 milliard d'euros, c'est une somme considérable. On a vu aux États-Unis que Twitter commençait il y a quelques mois à diffuser des matchs de football américain de la NFL. Qu'est-ce qui se passerait si demain un Apple, un Amazon commence à investir dans des droits sportifs en Europe? C'est un gros si quand même. C'est un gros si, oui. C'est ça le nerf de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, ils font de la série, ils font de la télé, ils font des films. Voilà, pourquoi pas du direct? C'est des droits quand même qui, pour le moment, sont encore des droits locaux. C'est très très cher. Il faut des plateformes pour les amortir. Peut-être qu'ils le feront. En tout cas, d'autres s'intéressent à tous ces droits. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous, Canal, nous sommes extrêmement bien placés pour pouvoir avoir la surface et la légitimité pour rendre ces productions et ce spectacle de droits sportifs extrêmement attractif pour nos abonnés. Donc voilà. Après, je ne peux pas plus commenter que ça. C'est sûr que c'est de la politique fiction. On voit déjà qu'il y a des rivalités avec les opérateurs de télécom en France. Donc il faut grossir. Exactement, donc il faut grossir, avoir une capacité à amortir ces coûts de droit sur le parc client le plus important possible. Et je vous rappelle qu'on a l'objectif d'aller chercher 10 millions de clients coûte que coûte sur l'offre Canal. Pas coûte que coûte, en faisant croître notre chiffre d'affaires par ailleurs. On est déjà accessoirement. Donc c'est pas coûte que coûte, c'est vraiment élargir le footprint, faire croître notre chiffre d'affaires. Et on est déjà passé de 5 à 8 millions de clients avec les accords qu'on a conclus avec Free et Orange, et on est en bonne voie pour aller atteindre ces 10 millions à horizon 18 mois. Pour conclure, Emmanuel. Moi, j'aimerais qu'on se penche aussi sur ce que fait aujourd'hui, par exemple, la NBA. Aujourd'hui, la NBA se distribue en OTT dans le monde entier via un pass qui s'appelle le Pass NBA Live, si je me rappelle bien, qui vaut assez cher. C'est autour de un peu plus de 400 € à l'année si vous voulez l'ensemble des équipes. Moi, je suis abonné qu'à une seule équipe. C'est comme façon de fonctionner, les San Antonio Spurs, allez. Et donc, ça, c'est un truc très intéressant parce que c'est pour une fois, d'abord, une fédé qui s'autoproduit, qui s'autodistribue. Ce qui a été quand même le grand rêve il y a quelques années de la Ligue 1 en France, qui a quand même pensé à faire une chaîne de télé à un moment. Enfin bon, bref. Et là, ça pourrait revenir un peu par l'OTT, ce genre de choses-là. Et pour moi, si je comprends bien comment fonctionne ce marché-là, et Guillaume l'a un peu comme ça frôlé, l'histoire, c'est aujourd'hui des groupes comme Canal, SFR, Orange peuvent mettre beaucoup d'argent et l'amortir parce qu'ils ont un nombre d'abonnés relativement important. Donc voilà, c'est du préachat d'une certaine manière et ça fonctionne très bien, ça a toujours bien fonctionné, même si aujourd'hui il y a une spéculation qui, comme on le voit en Angleterre, commence à dépasser un peu l'entendement, il faut être clair pour ce genre de compétition. Bon bref, mais il n'empêche que, imaginons que le nombre d'Apple TV progresse, que la Ligue se dise à un moment qu'il lui est possible de faire de l'autodistribution de ses droits via un abonnement à 10 €, 15 €, j'en sais trop rien. Parce que tout d'un coup, il y a, comme je disais tout à l'heure, donc un parc d'environ, je ne sais pas moi, 15 millions, 20 millions de ces boîtiers-là. Et je ne pense pas que l'Apple TV sera le premier sur ce marché, parce que des boîtiers Android TV seront moins chers, plus facilement accessibles. Comme d'habitude, Apple aura ses 15% et sera très content avec. Mais si vous avez donc une population de gens qui ont ces boîtiers-là, qui sont totalement cordless et pour lequel la Ligue 1 pourra obtenir beaucoup d'argent, des datas, faire du marketing directement, avoir à gérer sa base de données, très franchement, pour moi, là, il y a un vrai concurrent à mettre en place et qui se mettra en place face aux chaînes de télévision actuelles, ou en tout cas face au modèle de distribution actuel des contenus sportifs. Et encore une fois, tout ça se fait sur des plateformes, comme celle d'Apple, qui n'ont pas vraiment à se mêler de ça.
parce qu'il faut qu'elle reste agnostique. La musique et Apple Music, c'est un truc vraiment très particulier dans la stratégie d'Apple. Ils ont été obligés de le continuer parce que c'est par là qu'ils avaient commencé. Mais en effet, ils ne se sont pas lancés dans un Netflix, ils n'ont pas racheté Netflix, ils n'achèteront peut-être pas Canal+, désolé, parce qu'en effet, ils n'ont pas forcément besoin de se retrouver dans une situation de parti pris. Eux, ils sont une plateforme, les gens développent des applications et distribuent leur contenu dessus. Non, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, ils n'ont pas besoin de se griller, et je dirais de ce qui est arrivé avec Sony quand ils ont racheté un studio il y a quelques années avec Columbia, et les autres constructeurs, les autres studios n'avaient pas forcément envie d'aider Sony en retour, donc effectivement c'est un risque. On aura la réponse très rapidement, je pense, du moins j'espère, mais d'un autre côté ils pourraient simplement le dire, non, on ne veut pas investir dans le contenu audiovisuel, pourquoi ils ne le disent pas? C'est une question aussi qu'on peut poser. On est arrivé au terme de cette émission, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence par Emmanuel Torregano. Mon coup de cœur, il est assez basique aujourd'hui, mais moi j'étais soufflé. Je veux dire les choses, on l'a déjà lu, c'est l'AirPods. Les AirPods, très franchement, ce que je porte là, j'ai été très étonné parce que, ça n'est pas du tout buggé, ça fonctionne très bien, ok, très bien, parfait, mais surtout, c'est incroyablement... C'est ça? Oui, habituellement, les versions 1, vaut mieux éviter. Là, je n'ai pas eu de soucis. Et deuxièmement, c'est incroyablement versatile. C'est-à-dire que ces petits machins que j'ai dans les oreilles, qui ont cette espèce de nouvelle touche qu'a Apple dans le développement de ses produits, qu'on retrouve déjà un peu dans l'Apple Watch, c'est-à-dire ce côté intime, dans le sens où on le tapote un peu, il réagit, vous savez, il lance Siri ou des choses comme ça. Il y a une espèce de nouvelle façon de créer une interface qui n'est plus vraiment une interface graphique, une interface sensuelle entre les appareils et vous, qui est vraiment très intéressant. Et l'AirPod, c'est tout à fait ça. Mais surtout, le point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est la versatilité. Ça fonctionne avec tous les appareils que vous pouvez avoir autour de vous, y compris une Apple TV. Et oui, je rebondis sur MyCanal. C'est talent. On peut aujourd'hui... on peut écouter avec l'AirPods. Par exemple, le soir, si les gens dorment, vous avez entièrement l'Apple TV qui se connecte dessus. Vous avez tous les contenus qui passent directement dessus. Ouais. Et ça, très franchement, pour des petits appareils sans fil, qui se connectent avec juste un petit bouton, sans aucune configuration, ça coûte presque et rien. qui ont le bonheur d'arrêter l'image quand vous en enlevez un. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Vous êtes sur l'Apple TV, vous regardez, et vous en enlevez un de votre oreille. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être autre chose, ou vous allez écouter ou répondre à quelqu'un. Il va mettre des AirPods un modèle avec les abonnements MyCanal, mon cher Guillaume. Oui, ça. Merci Emmanuel. Il faudrait juste qu'ils améliorent peut-être un petit peu la qualité du rendu sonore. Moi, je trouve ça un petit peu moyen. Très franchement, on sent qu'il y a du beat derrière. Hein. Ouais, il y a du beat qui a été mis dedans, parce que la basse, ouf. Ouais, bon. Cédric. Je vais faire très vite parce que je l'ai oublié, j'ai laissé au bureau. Une nouvelle montre connectée, un peu sur le modèle. Il y a encore un marché là-bas connecté. Mais surtout sur ce modèle différent qu'on avait vu par exemple chez WeThings, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire une montre qui n'est pas un écran de plus, qui n'est pas un écran à application, mais d'abord une montre de préférence avec un mouvement suisse, avec capteur de mouvement, une connexion. Celle-là vient de chez Meizu, elle s'appelle Meizu Mix. Meizu, c'est les Chinois qui font aussi des smartphones, mais la montre elle fonctionne avec tous les Android et même avec iOS. Et surtout, elle a une fonction que j'aime beaucoup. Tu appuies longtemps sur le bouton et ton smartphone sonne. Ce qui te permet, de retrouver ton smartphone sous les coussins et de dire, Olivier, je te laisse, j'ai un appel, il faut que j'y aille. Attends, voilà, Meizu Mix, très joli, existe en plusieurs versions. Même. Ça fait, avec mon iPhone, j'ai pas besoin de toi. Oui, mais ça, c'est un truc, il faut le recharger tous les soirs. Enfin, c'est bien, mais quand t'es en voyage, c'est un peu difficile. Merci Cédric. Guillaume, on a été long ce soir, mais on y est arrivé à ce coup de cœur. J'en ai 3, moi, j'ai un truc incroyable. Il y a 3 coups de cœur. Oui, 3 coups de cœur. Il y a un truc incroyable qui sort le 9 mars, là, c'est MyCanal. Ça, je crois qu'on a bien compris. Oui. On a fait 52 minutes, même plus, une heure là ce soir. Donc, je vous rappelle, un mois gratuit pour toute souscription in-app. Non, le deuxième coup de cœur, c'est la qualification du PSG, puisque nous sommes. Ça va être. On est en retard, donc il faut se dépêcher, sinon on va rater le match, messieurs. Et mon troisième coup de cœur, c'est un coup de cœur contenu, et on est la journée de la femme. Donc, c'est Catherine et Liliane, le spectacle de Catherine et Liliane que vous pourrez voir sur le canal à la fin du mois, sur Canal+, la chaîne Canal+. Donc, à ne pas manquer, c'est vraiment un spectacle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un spectacle merveilleux. Bon, alors, s'il est en replay, on le regardera avec plaisir, et puis c'est bien, c'est corporate, formidable. De mon côté, on vous parlait à l'instant des AirPods. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des AirPods et que vous voulez quelque chose peut-être un peu meilleure qualité, mais l'avantage des AirPods, c'est son fameux boîtier qui permet de les recharger. Comment recharger ça en se baladant son casque sans fil? Heureusement est arrivé le Mophie Power Capsule. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est tout simplement une petite housse pour vos oreillettes sans fil Bluetooth, et dedans vous avez une batterie intégrée, vous branchez en micro USB
et ça charge, messieurs, dames. Voilà, tout simplement, et ça coûte quoi, 40 €, une plaisanterie comparée au prix des AirPods. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 255 épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Cédric chaque semaine ou presque dans On refait le Mac et prochainement sur LCI. Tous les matins, levez-vous tôt, 6h25. Oui, la matinale. 6h25, 7h25. Ça pique. Ça pique. Et au menu du prochain plein d'écran l'interview de Reed Hastings, le patron réalisé à fondateur de 42. Netflix. Voilà. Rien ne se perd, tout se recycle. Manuel, tu reviens quand tu veux. C'est très gentil, invite-moi et je reviens dès que je peux. Voilà, on va essayer de t'inviter un peu plus souvent, c'est promis. Et Guillaume, on va tester. On attend donc demain, nous, d'avoir ça à la maison et d'installer MyCanal sur nos Apple TV. Merci d'être venu. Merci, un plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.